Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101% avec au sommaire Retro & Magic sur Ranma 1/2, le reportage sur Flashback HD et la critique de Sacred Citadel. Et aujourd'hui, je vais m'inspirer du thème du Retro & Magic sur Ranma 1/2, qui était un de mes dessins animés préférés quand j'étais petite. Donc je vais me faire plaisir avec une émission spéciale Ranma 1/2. On regarde les news d'abord. The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses est une série de concerts qui se tient depuis début 2012 à travers toute l'Amérique du Nord et au Canada. Ce concert aura lieu pour la première fois à Paris le 25 mai prochain au Palais des Congrès. Un orchestre de 66 musiciens et une chorale de 24 chœurs reprendront sous la direction du chef d'orchestre Aimé Arnoun les plus grands thèmes de la saga de Nintendo, de A Link to the Past à Ocarina of Time en passant par bien d'autres. Les places ne sont pas forcément données, mais le moment devrait être inoubliable pour ceux qui aiment Zelda ou la musique de jeux vidéo en général. Alors que J.J. Abrams porte un nouveau Star Trek sur les écrans le 12 juin prochain, avec Into Darkness, c'est Digital Extremes, distribué par Paramount et épaulé par Namco Bandai en Europe, qui s'essaie à l'adaptation en TPS de cette licence depuis le 26 avril sur Windows, Mac et consoles de salon. Le studio canadien offre une histoire originale qui se déroulera juste après le film de 2009 et avant le blockbuster prévu pour cet été. Si le joueur retrouvera l'équipage de l'Enterprise modélisé sur les comédiens du premier film, il ne croisera donc pas a priori le charismatique Benedict Cumberbatch dans ce jeu. Il devra plutôt faire face à une race d'extraterrestres vilains pas beaux qui n'ont pas l'air très sympas avec les Vulcains. Le trailer se la joue bande-annonce de cinéma, mais reste plutôt avare en termes de gameplay, ce qui aurait tendance à nous laisser méfiants sur ce titre avant d'en avoir vu un peu plus. Dojin Sphere est un collectif d'artistes au style clairement accrocheur, en affinité avec la culture otaku. Tout d'abord centré principalement sur des activités de fanzina, celui-ci cherche à promouvoir toutes les formes poussées de cette culture, par exemple sur les jeux Toho. Ils ont déjà édité un artbook de 88 pages couleurs en auto-édition et veulent aider les jeunes artistes qui seraient tentés pour rejoindre leur aventure. Le but étant de se développer un peu plus à l'avenir. Vous avez d'ailleurs peut-être pu voir quelques-uns de leurs dessins qui ornaient les murs du Kawaii Café ces derniers jours. Dojin Sphere tiendra son premier rassemblement durant le prochain Epitanime, qui se tiendra le 18 et 19 mai 2013. Ranma 1/2, il y en a sûrement qui connaissent pas parmi les plus jeunes, donc je vais faire un résumé rapide. La diffusion a commencé en 87 au Japon. C'est l'histoire de Ranma, expert en arts martiaux, qui est tombé un jour dans une source maléfique en Chine lors d'un entraînement avec son père, et qui depuis se transforme en fille au contact de l'eau froide et redevient homme avec l'eau chaude. Et il arrive chez la famille Tendo, dont il doit prendre une des 3 filles pour fiancée. Ce sera Akane, la fille garçon manqué qui déteste les garçons, bien sûr. C'est une histoire avec plein de quiproquos, un peu trop des fois, mais il n'y a pas que de l'histoire d'amour, tout ça est parsemé d'arts martiaux et de combats. En manga, il y a 38 volumes, en animé 161 épisodes, 12 OAV, 3 films animés et un film live qui est sorti en 2011, donc vous voyez c'est un gros truc. On regarde Retro & Magic sur les 3 jeux Ranma 1/2 qui sont sortis sur PC Engine. Le développeur Messiah est célèbre pour ses licences phares des années 90 comme Cho Aniki ou Landgrisser. Mais c'est aussi un développeur qui s'était emparé de la licence du manga et dessin animé Ranma 1/2. On connaît en Occident ces 2 titres Super Nintendo consacrés au manga de Takahashi Rumiko. Mais l'œuvre majeure de Messiah sur la série a pris place sur PC Engine avec 3 jeux CD dont nous allons parler aujourd'hui. Le premier jeu PC Engine CD de Messiah sur cet univers s'appelle tout simplement Ranma 1/2 et sort sur la console en 1990. Son scénario reprend le début de la série avec la révélation du secret de Ranma, un jeune garçon qui, lors d'un entraînement d'arts martiaux en Chine, est tombé dans une source mystique où s'était noyée une jeune fille il y a 1000 ans. Depuis, Ranma se transforme en fille dès qu'il est en contact avec de l'eau froide et se retransforme en garçon au contact de l'eau chaude. Ce premier jeu est un beat'em up à la progression horizontale. Pour être honnête, ce n'est pas une grande réussite. Les contrôles répondent assez bien, mais la jouabilité laisse vraiment à désirer. Les ennemis sont mal adaptés, souvent trop petits, et il n'y a pas vraiment de répondant dans les actions entreprises. Ce jeu est surtout notable pour ses séquences d'animation qui posent les bases de l'univers de Ranma dans le style des intros PC Engine.
Le joueur aura droit à des cinématiques différentes suivant qu'il termine un niveau sous forme de fille ou de garçon. Et le jeu utilise déjà un système de code de sauvegarde à base de dessins des personnages qui sera repris dans le 3e épisode. Pour son 2e titre, un an après, Mesaya choisit de s'orienter vers le jeu d'aventure. Toraware no Anayome, la mariée kidnappée, propose au joueur un scénario original. C'est Ranma version fille qui joue ici le rôle de la demoiselle en détresse. Elle va se faire enlever par un ours blanc nommé Sanpakute. Ce dernier possède un terrible nectar de fleurs capable de bloquer Ranma sous sa forme féminine et est bien décidé à l'épouser. Akane et Shanpu vont se lancer à la rescousse de Ranma, rencontrant bien sûr au cours de l'aventure tous les protagonistes de la série. Plutôt que d'un jeu d'aventure comme on l'entend au sens occidental du terme, il s'agit là d'un visual novel comme on dit au Japon. Une sorte de roman illustré interactif où des choix comme regarder ou encore se déplacer sont proposés aux joueurs. Des combats sont aussi présents pour varier un peu le rythme, mais ils ne présentent pas de grands risques pour le joueur. Il s'agit surtout d'y débloquer les actions qui feront avancer le scénario. Le 3e et dernier jeu Ranma de Mesaya sur NEC est de loin le plus intéressant. Ranma 1/2 Dato Ganso Musabetsu Kakuto Ryu est sorti en 1992, cette fois-ci sur Super CD-ROM, version du système avec plus de mémoire vive. Le titre de cet épisode signifie l'attaque sur l'école d'arts martiaux toute catégorie, et prend plus ou moins la suite du premier jeu. L'adversaire de cette version est tout simplement Happo Osai, le vieux maître pervers des pères de Ranma et Akane. Pour s'opposer à lui, Ranma devra apprendre la technique ultime du Hiryu Shotenha, la vague de l'ascension céleste du dragon. Ici, il n'est plus question de beat'em up, mais d'un jeu de combat en 1 contre 1. Chaque chapitre de l'aventure propose une cinématique d'introduction, un combat, un écran de coupure pub comme à la télé, et une cinématique de fin. Le mode solo est assez varié car les combats se déroulent dans des conditions spécifiques propres au niveau. Ainsi, quand Ranma affronte Ukiyo et que le combat se déroule sur un ring entouré d'une plaque chauffante, il faudra faire attention à ne pas sortir des limites sous peine de se brûler. Ranma peut, en appuyant sur Select, changer de forme entre garçon et fille. En garçon, il fait plus mal, mais en fille, il est plus rapide et saute plus loin. Les coups possibles sont relativement riches, sachant que l'on ne dispose que de 2 boutons, le saut et l'attaque. Ranma peut attaquer en l'air, au sol, effectuer des roulades qui lui octroient quelques instants d'invincibilité, bloquer et effectuer des projections. Chaque personnage dispose aussi d'un coup spécial que l'on charge en maintenant le bouton attaque avant de le relâcher. Pour Ranma, il s'agit de l'Amaguriken, le coup des châtaignes, l'attaque où il s'agit de frapper très vite afin de sortir les châtaignes du feu. Les adversaires du mode scénario acquerront de nouvelles attaques au cours du combat, au fur et à mesure que l'on fait baisser leur barre de vie, et ces attaques sont parfois assez surprenantes. Comme dans le premier jeu, les cinématiques de fin d'épisode changent en fonction du combat. Ranma y figurera en garçon ou en fille, suivant la forme sous laquelle on a terminé le match. Les attaques des personnages sont extrêmement fidèles à la série. Même si les cinématiques réutilisent notamment des décors tirés du premier jeu, la qualité graphique totale a été grandement améliorée. Entre les chapitres, le joueur pourra affronter King au jeu Babanuki, l'équivalent de notre pouilleux. Comme dans la série, c'est l'étude des expressions du visage qui sera la clé de la victoire. Une fois le mode solo terminé, le joueur avisé s'attaquera au mode versus. 8 personnages seront ici disponibles, certains possédant une attaque ultime. Ranma pourra par exemple déclencher le Hiryu Shotenha à volonté. Ryoga, de son côté, enverra ses bandanas, et Mousse lancera des œufs explosifs. Ce jeu n'est pas vraiment un concurrent de Street Fighter, mais il s'agit bien d'une des meilleures adaptations de Ranma 1/2 existantes en jeu de combat. La particularité de cet épisode est qu'il regorge de bonus plus ou moins bien cachés. On a rarement autant de clins d'œil à l'univers de la série. La plupart de ces bonus se débloquent via l'écran d'entrée des codes d'accès aux différents niveaux. En entrant les personnages complets de Shanpu et Ukiyo, on a droit au menu de leurs restaurants respectifs. Le personnage complet de King permet de l'affronter directement. Kuno entier donne droit à une animation où celui-ci fracassera la télévision. C'est avec des codes spéciaux qu'on activera le debug mode du jeu et qu'on pourra aussi avoir accès à toutes les cinématiques à la suite. Mais on pourra aussi voir une scène de démo technique, voire rejouer à un mini-jeu en multi où il s'agit d'appuyer le plus vite possible sur le bouton après le départ. Il y a même un portrait, sans doute d'un membre de l'équipe, et des croquis des filles de la série en version robot réalisés par le graphiste principal. Après
Après cette trilogie, Mesaya continuera de développer des jeux Ranma avec des jeux de combat sur Super Nintendo et même un jeu d'aventure sur Mega CD. Mais ces jeux n'égaleront pas les épisodes PC Engine dans le cœur des fans. Faisons un petit peu de japonais. Ranma 1,5, ça se dit Ranma Nibun no Ichi. Et Ranma, ça s'écrit avec 2 kanji. Ran, c'est la révolte, l'émeute. Et Ma, c'est le kanji du cheval. Donc Ranma, c'est le cheval de la révolte ou le cheval fou. Ça fait référence à son caractère téméraire. Et son nom de famille, Saotome, ça désigne une jeune fille. À la base, c'est le mot qu'on utilise pour parler d'une jeune fille qui travaille dans les rizières. Donc le jeu de mots est plutôt bien trouvé avec la malédiction du personnage. Les autres prénoms sont aussi intéressants. Par exemple, Yoga, Roland en français. Le personnage qui se transforme en cochon au contact de l'eau froide. Son prénom peut se traduire par bon croc, en référence à ces 2 canines qui dépassent. Ensuite, il y a Akane, Adeline en français. C'est un prénom commun au Japon et ça désigne une teinte de rouge qu'on utilise par exemple pour parler de la couleur du ciel au crépuscule. Donc ça peut faire référence à son caractère un peu colérique. On a aussi Shampoo, Bambou en français. Ça vient du fait que la première fois qu'on la voit, elle maîtrise une technique avec les shampoings. Donc voilà, vous voyez que les prénoms sont toujours choisis de sorte à évoquer quelque chose de propre au personnage. On reste dans mon époque de référence avec le reportage sur Flashback HD, le remake du jeu sorti en 92. Flashback fait partie de ces titres qui sonnent doux à l'oreille des vieux joueurs. Développé par Delphine Software, un studio français excessivement inspiré à l'époque, le jeu proposait un univers vraiment particulier et accrocheur, soutenu par une animation rotoscopique définitivement enthousiasmante. Plus de 20 ans après, Flashback nous revient sous la forme d'un remake HD et accompagné d'une partie de son staff d'origine, dont le créateur Paul Cuisset, à qui nous avons pu poser quelques questions à l'occasion d'un event organisé par Ubisoft. À commencer par la place que l'équipe a accordée aux éléments déjà présents dans la version originale. J'ai fait moi une étude un petit peu de ce que je voulais pas modifier dans Flashback, notamment je voulais pas changer le côté scrolling du jeu et le côté profil. Le personnage en lui-même, ce qui lui arrivait, etc. C'est des choses qui devaient rester. Les étapes principales de l'histoire, ça ne devait pas bouger. Après, le reste, c'est venu naturellement parce que je me suis dit, voilà, il faut que ce jeu-là soit moderne. Et qu'est-ce que je fais avec un jeu pour le rendre moderne? Je dois lui rajouter des cartes, des objectifs, je dois lui rajouter des choses comme ça. Mais ça ne change pas l'essence du jeu. C'est-à-dire que je dois affronter des ennemis, je dois faire les roulades quand il faut, tirer au bon moment, m'accrocher, etc. Ça change pas l'essence. Donc pour moi, c'était important de garder cette dynamique et donc de bosser autour de ça et de construire quelque chose qui trahisse pas en fait l'idée d'origine tout en étant moderne. Donc après, je pense que les fans purs et durs qui disent mais il faut rien toucher, je pourrais faire pour eux. Ils peuvent jouer à la version d'origine finalement. Mais ça c'est aussi, j'espère, qu'il va plaire aussi finalement, tu disais les joueurs de plus de 25 ans. J'espère qu'il plaira aux joueurs de moins de 25 ans et qui pourront se dire finalement quand même à l'époque c'était quand même des bons jeux. Ce remake de Flashback se pointe donc avec de nouvelles mécaniques qui paraissent quasi indispensables dans le cadre d'un jeu développé en 2013. On peut par exemple désormais shooter dans toutes les directions, alors que la version originale ne permettait que de tirer devant soi. Les interactions avec le décor, et notamment les fruits explosifs que l'on trouve dans la jungle du début, ont également été revus. Des features qui donnent aux joueurs plus de possibilités dans ces approches et justifient par exemple la présence d'éliminations silencieuses. Des nouveautés dans les combats qui s'accompagnent aussi d'un système d'amélioration de vos outils. On gagne de l'expérience et au fur et à mesure on monte des niveaux, donc beaucoup de notre personnage devient plus fort et on peut répartir ces points-là et préférer par exemple que Conrad fasse plus de headshots, qu'il soit capable de mieux utiliser son champ de force par la suite, etc. Donc on a un système d'upgrade sur le personnage, associé à un système d'upgrade de tous les gadgets qu'il peut avoir, c'est-à-dire là il a le champ de force, il se déplie devant lui, donc il y a plus de choses, il y a les grenades qu'il peut balancer, donc pour emporter plus, faire plus de dégâts, il a son arme, il a deux types de tirs, il a un tir normal et un tir chargé. Donc le tir explosif peut aussi s'améliorer, le tir normal aussi parce qu'il pourra tirer plus vite, etc. Donc c'est vraiment, l'idée c'est de faire en sorte qu'à partir du jeu d'origine, je pense qu'il y aura 2 types de joueurs. Il y a des gens qui feront le jeu une fois, qui diront ok super j'ai vu, c'est fini, au revoir.
puis il y a les gens qui reviendront dessus. Et j'espère que ces gens-là, ils auront peut-être encore de quoi jouer pendant 20 ans, jusqu'au prochain. Faire ressurgir des gloires du passé peut être perçu de différentes manières. On peut tout d'abord penser que les détenteurs des droits s'inscrivent dans la facilité en utilisant un nom déjà bien connu des services et en essayant souvent de manière maladroite de le monétiser à tout prix. On peut aussi y voir une énorme prise de risque dans la mesure où le remake de cette même gloire est encore plus attendu au tournant qu'une nouvelle franchise. C'est bien parce que ça fait revivre ces choses-là et on avait vraiment des jeux intéressants. Et moi je suis content quand on peut dire oui regarde tu vois ça c'était bien ce qu'on faisait à l'époque. Il n'y a pas que les jeux de maintenant qui sont bien et les jeux anciens. Après c'est vrai que ces jeux-là aujourd'hui on ne peut pas les transposer tels quels, on ne peut pas les prendre et les adapter bêtement parce que ça ne marche pas. Simplement les joueurs ont changé et nos habitudes de jeu ont changé. Donc du coup on ne peut pas obliger les gens à jouer à des vieilles choses. Mais je pense qu'on peut leur proposer des choses nouvelles qui utilisent des bases qui étaient bonnes et qui pouvaient marcher. Après, je crois que c'est pas facile de le faire. Au contraire, c'est une vraie mise en danger parce que justement, quand on est attendu sur quelque chose, il ne faut pas se tromper et donc il faut avoir le respect du public et le respect des gens qui ont aimé ces jeux-là. Et donc on fait très attention, et moi je fais très attention à essayer de garder l'esprit du truc. Après, je suis l'auteur du jeu, donc je pense que c'est plus facile pour moi de prendre des décisions en disant mais oui, même, je savais que je voulais faire ça à l'époque et j'ai pas pu le faire. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des capacités, on avait des capacités de narration limitées, on avait des petites consoles, on n'avait pas suffisamment de mémoire. Il y a plein de choses que je voulais faire dans Flashback que j'ai pas pu faire. Là aujourd'hui elles sont là-dedans. C'est plus le reflet de l'idée que j'avais du jeu à l'époque qui est là aujourd'hui. On espère donc que ce nouveau Flashback saura nous faire vibrer comme à l'époque et quelle que soit la configuration, on a hâte de mettre la main sur ce remake pour le moment prévu pour août 2013 sur PS3 et Xbox 360. What have you done, Agent Conrad Meeheart? Ce reportage sur Flashback, ça me fait penser que quand j'étais au Japon, j'habitais dans un petit quartier résidentiel et tout me faisait penser à l'univers de Ranma 1/2. Déjà, les chats qui se baladent partout, c'est obligé d'en croiser au moins un. Les bâtiments, les maisons, les écoles qui ont tout un stade, une piscine, et avec le toit plat caractéristique sur lesquels les élèves se retrouvent toujours dans les mangas. Et pour finir, les bruits aussi, la musique particulière des marchands de tofu et le bruit des cigales en été. Franchement, l'ambiance et l'environnement réel du Japon sont vraiment très bien retranscrits dans les mangas et les animés en général et on a vraiment l'impression d'être dans un Ranma 1/2 quand on est sur place. Voilà pour la partie nostalgie, on termine avec la critique de Sacred Citadel. Sacred Citadel est un hack and slash 2,5D développé par Sausen Interactive. Ce studio suédois, jusque-là plutôt spécialisé dans les jeux mobiles, a récemment acquis le statut indé en quittant le giron du groupe Tactel. Du coup, les voilà à même de créer les jeux qu'ils souhaitent sur les plateformes de leur choix. Ils possèdent déjà une petite expérience dans les jeux dématérialisés sur console, en ayant collaboré avec le studio Tozai Games au développement de l'anecdotique remake de Lode Runner et du très bon R-Type Dimensions sur XBLA. Avec Sacred Citadel, dont la production a débuté bien avant que le studio devienne 100% indépendant, ils restent dans un univers ne leur appartenant pas, puisque leur jeu est situé dans le monde des action RPG Sacred, créé par Ascaron Entertainment. Ce studio, qui a fermé ses portes en 2009, soit peu après la sortie de Sacred 2, a vu ses licences rachetées par diverses entités, dont Deep Silver, alias Core Media. Le groupe allemand investit massivement dans le jeu vidéo ces derniers temps. Ils ont ainsi récemment acquis les licences Metro et Saints Row, ainsi que le studio Volition lors du démantèlement de THQ. Bref, la licence Sacred leur appartient depuis maintenant quelques années et ils ont bien l'intention de la faire fructifier. Le spin-off, Sacred Citadel, a donc été confié à Sausen Interactive, tandis que Sacred 3, auquel il sert de prologue, est en cours de développement chez King Games. Ouf, j'espère que vous avez bien tout suivi. Cette masse d'infos permet de faire ressortir une chose. Sacred Citadel est un titre improbable, un spin-off en forme d'ovni, un beat'em all arcade clairement inspiré de classiques tels que Golden Axe ou encore Guardian Heroes. Il partage d'ailleurs de nombreux points communs avec l'immense classique de Treasure, sorti en 96 sur Saturn et remasterisé en 2011 sur le Xbox Live Arcade, comme son esthétique comic book et sa dimension RPG. Comme référence, on a vu pire.
In their dark laboratories, the evil Ashen forged a commander from one of their own, the Gatebreaker, whose sole aim was to bring down the cloister gates and lead their armies to victory. Sacred Citadel, tout comme Sacred 3, met en scène un nouvel ennemi, l'empire maléfique Ashen, contrôlé par une famille de dégénérés adeptes des arts occultes. Cette famille complote pour conquérir la citadelle, où les Séraphins ont déposé les armes pour mener une vie de reclus. Les Séraphins sont des mages ressemblant à des anges, à l'apparence féminine 100% fanservice, présents dans l'univers Sacred depuis la sortie du tout premier en 2004. Les 4 classes de personnages proposées en comprennent d'ailleurs une, les Séraphins étant également au cœur de l'histoire du futur action RPG Sacred 3. Bref, les Ashen convoient la citadelle et conçoivent pour la faire tomber un nouveau leader pour leurs troupes, appelé le Gatebreaker. Ils ont en effet à leur disposition des laboratoires enfouis sous terre où ils expérimentent des trucs du genre bien tordus. Mais la citadelle étant entourée de murs gigantesques, le Gatebreaker, pas fou tout monstre soit-il, décide de mettre la main sur 2 artefacts magiques susceptibles de lui conférer des pouvoirs magiques illimités. Il confie cette mission aux Grimrocks, des espèces de trolls également créés dans les laboratoires Ashen. Et c'est sur ces prémices que l'aventure débute au moment où les Grimrocks attaquent la taverne où les héros sélectionnés en début de partie échangent shop et anecdotes. The town is under attack! Run to the hills! Run for your lives! La partie débute par le choix de son héros, et ce pour 1, 2 ou 3 joueurs. Sacred Citadel étant jouable jusqu'à 3 en coop local ou online en drop-in drop-out. 3 joueurs pour 4 classes de personnages, les développeurs ayant décidé que la présence de 4 persos à l'écran aurait perturbé la lisibilité du jeu, ce qui n'est pas faux. Les 4 classes sont les suivantes: le guerrier Saphiri, le chasseur Incarien, la chamane Kukuri et le mage Séraphin. Chaque perso possède bien entendu un style propre et des armes adaptées. De manière très classique, le chasseur possède un arc, la chamane est spécialisée dans les sorts de soutien, le mage manipule les forces élémentaires, tandis que le guerrier tape dans le tas. Dotés d'un système de progression hérité du RPG, les personnages sélectionnés gagnent des niveaux, ce qui leur permet d'accéder à de nouveaux combos et d'attribuer des points de compétence dans 4 domaines: l'attaque, la défense, la dextérité et l'énergie. De base, ils peuvent manier 2 armes simultanément, ainsi qu'une 3e spécifique à leur classe. De nombreux combos sont accessibles pour projeter ses ennemis dans les airs ou leur asséner des coups de boule dévastateurs. Ces derniers se réalisant avec des combinaisons de boutons et l'adjonction d'un petit mouvement au stick analogique. On notera aussi la possibilité de parer les coups et de réaliser des doubles sauts ainsi que des esquives. Des super coups spéciaux sont également accessibles une fois la jauge de couleur jaune remplie. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est composée de 3 segments. À chaque segment correspond une attaque différente, sachant que la plus puissante s'obtient une fois les 3 remplis bien évidemment. Globalement, le système de combat tient bien la route et intègre tout ce que l'on peut attendre de ce type de jeu, y compris une jauge de rage et un compteur de combos, malheureusement bloqué à 99, les attaques les plus puissantes bénéficiant d'animations sympathiques. On notera enfin la présence de montures allant de l'espèce de yak mutant au char d'assaut susceptible d'accueillir plusieurs joueurs. Comme dans Diablo, les joueurs pourront aller faire un tour en ville entre 2 missions, histoire de dépenser leur argent pour acquérir de nouvelles armes, des armures, ainsi que des gemmes boostant provisoirement les compétences et les potions qui vont bien. L'un des PNJ permet même de se lancer un défi bonus, moyennant une petite somme d'argent, demandant de finir la mission suivante sans perdre une vie ou en battant un score de dégâts ou un temps précis. Cerise sur le button mashing, les ennemis lâcheront de temps à autre un loot aléatoire, prenant la forme d'une arme ou d'une armure. Sacred Citadel est un beat'em all complet et plutôt bien réalisé. Le jeu est fluide, les combos nombreux et les effets visuels associés s'avèrent souvent réussis. Malheureusement, après quelques heures de jeu, une certaine lassitude s'installe, y compris lorsqu'on joue en coop à 2 ou à 3. Aussi complet soit-il, le titre de Sausen Interactive reste très classique et manque de personnalité, de ce petit truc qui le distinguerait de la concurrence pour le rendre véritablement indispensable. On regrettera aussi que les 4 classes de personnages se jouent de manière très similaire, sachant que la détection des coups s'avère parfois imprécise et que les ennemis manquent souvent d'agressivité pour se contenter de jouer les punching balls. Les décors, assez jolis et relativement variés, proposent très peu d'éléments interactifs, à l'exception de quelques pièges à éviter et de caisses à briser. Enfin, le jeu est très court avec seulement 4 actes composés chacun de 5 niveaux, raison pour laquelle Sacred Citadel intègre la catégorie pas franchement reluisante des jeux proposant un DLC payant au moment de leur sortie.
Nommé Jungle Hunt, il propose un 5e acte dans un environnement inédit, la jungle. Vendu autour de 5 €, ce DLC booste le prix global du jeu à 20 €. Alors bien sûr, Sacred Citadel dispose d'une bonne rejouabilité avec la présence de 4 classes de personnages à monter en niveau, ainsi que la possibilité de grinder des points d'XP en refaisant les actes ou en relevant les défis proposés par le PNJ en ville. Et puis il est bien difficile de résister à l'appel du loot aléatoire, histoire de dégoter une rarissime épée de feu ou une hache empoisonnée au niveau élevé. Et voilà, ce 100% spécial Ranma 1,5 est terminé. Demain, vous retrouverez Benoît et moi je vous dis à jeudi. Ciao!